Merci, bienvenue. Et donc, je vous accueille à cette table ronde à ta place, Adrien, qui m'a donné une petite heure. Alors, pour l'ordre, Mathieu Brun, vous êtes directeur scientifique de la Fondation phare. Paul-Joël Derian, président de Protéines France. Et enfin, Élodie Da Silva, responsable du pôle innovation et écosystème de Vitagora. Et c'est dans cet ordre-là que vous allez parler, donc c'est parfait. Vous êtes assis aux bonnes places. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Et on va parler donc bataille mondiale sur les protéines végétales pour l'alimentation humaine. C'est important de le préciser, même s'il y a un petit peu des batailles communes entre alimentation pour le bétail et alimentation humaine, ça sera peut-être l'objet, Adrien, d'une autre table ronde de l'Agora. Donc c'est un terme un peu belliqueux, mais voilà, qu'en est-il au niveau international? Vous allez nous éclairer sur cet aspect-là, Mathieu Brun. Et puis ensuite, on va parler du soldat France. Qu'en est-il aussi de la compétitivité, de la compatibilité de la France pour les protéines végétales avec vous, Paul-Joël. Et Élodie, on va parler aussi innovation et start-up. Avant de vous laisser la parole, je voulais juste vous donner quelques chiffres et faire un lien avec le thème précédent. Il faut savoir que les lois Egalim et Climat et Résilience ont dopé la consommation de protéines végétales bio en restauration collective. On va parler du bio peut-être un petit peu pendant cette table ronde. Et un autre chiffre que j'ai trouvé, alors je cite mes sources parce qu'il y a plein de journalistes dans la salle, attention, c'est un article d'Amélie de Roder de Process Alimentaire. La France perd sa place de premier producteur de légumineuses de l'Union européenne, devancée par l'Italie. Elle se base sur l'Observatoire de Terre Vivia. Je sais qu'il y a une représentante dans la salle qui a publié donc, son Observatoire des protéines végétales. Et elle reste quand même la première productrice européenne de pois, deuxième de soja, avec des légumes secs bruts qui progressent en restauration hors domicile. On va parler de la restauration hors domicile et de la consommation avec vous, Paul-Joël. Et puis l'innovation mondiale sur les oléoprotéagineux qui représente 1,1 milliard d'euros investis en 2022. Donc c'est quand même dynamique. On va voir où on en est, où on va dans le contexte actuel qui est un petit peu difficile aussi, changement climatique, inflation, etc. Allez, j'arrête de parler parce que l'heure tourne, on a pris un tout petit peu de retard. Et donc, Mathieu, est-ce que vous pouvez nous présenter ce contexte, déjà nous présenter la Fondation phare. On connaît tous la Fondation phare, mais c'est toujours bien de nous rappeler qui vous êtes, ce que vous faites, et puis ensuite on attaque sur la bataille mondiale des protéines végétales. Merci. Merci Marie-Laure, bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous pouvez déjà passer à la seconde slide, ça aura une minute. Où là vous avez une description de ce qu'est la Fondation phare. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, c'est une fondation reconnue d'utilité publique, fondation de recherche, de production d'expertise autour des enjeux agricoles, alimentaires, en particulier dans les pays du Sud, hein, c'est notre mandat. J'ai mis en haut à droite, sur la droite de l'image, la prochaine conférence internationale. C'est un rendez-vous habituel chaque année. La prochaine aura lieu le 13 février à la Cité universitaire internationale sur le sujet du financement de la transition des agricultures, de la transformation des agricultures. Avec mon collègue Stéphane qui est dans la salle, on vous a mis quelques brochures, enfin quelques flyers à la fin si vous souhaitez y assister. Donc merci à Adrien et à Sébastien et puis à Marie-Laure pour cette invitation. Alors je ne suis pas un spécialiste des protéines végétales, donc j'ai essayé de brosser quelques idées sur cette bataille mondiale. Et sur la slide suivante, vous verrez dans une petite infographie, enfin une petite illustration. En fait, l'année dernière, je crois que c'était en juillet 2022, avec Jacques Véry de l'Institut Agro, on a écrit un petit papier sur le site de la Fondation phare qui s'appelait, je crois, les légumineuses victimes collatérales de la guerre en Ukraine, où déjà on s'intéressait à un contexte un petit peu en berne en termes de production, avec une baisse en raison des conséquences du changement climatique. Il y a aussi une forme d'inquiétude sur l'avenir des protéines végétales, des légumineuses notamment, avec le contexte de la guerre en Ukraine, puisque les producteurs pouvaient se tourner vers d'autres productions plus rémunératrices que ces cultures-là. Donc il y avait une inquiétude assez forte finalement sur ce que pourrait être le devenir de ces céréales, enfin de ces légumineuses. Donc là on est bien dans ce contexte d'incertitude, d'autant plus que, plutôt au contraire, on pouvait s'attendre à ce qu'elles soient plutôt en haut de l'agenda
on aurait pu penser que cette crise soit une opportunité, peut-être qu'elle le sera, et mes collègues de gauche le diront, pour les mettre en haut de l'agenda agricole et alimentaire, notamment en raison du renchérissement important des engrais azotés, et pour plus largement cultiver dans la mesure où elles apportent des avantages agronomiques. Donc, je finis, ce dessin finit par le mot souveraineté, et ça fait le lien avec la slide qui est juste derrière, parce qu'on est toujours dans un contexte de recherche de souveraineté alimentaire très fort. Ça fait 3 ans maintenant que souveraineté sur toutes les bouches, on n'a plus besoin de le décrire ou d'en parler. Mais pourquoi je parle de souveraineté ici, c'est pour faire le lien avec l'enjeu de décarbonation. Beaucoup opposent la décarbonation de l'agriculture et de nos régimes alimentaires avec la souveraineté alimentaire. Or, quand on parle protéines végétales, on a là un lien assez direct. Donc la souveraineté alimentaire, c'est vraiment venu comme une question urgente, pressante pour la France, pour l'Union européenne, mais aussi pour des pays comme la Chine. Il y a 10 jours, j'étais au Pakistan. Enfin, donc, tout le monde s'intéresse à ce sujet de souveraineté alimentaire, plus que de sécurité alimentaire, parce que la souveraineté, c'est l'affirmation, le choix de ses dépendances et de ses politiques. Finalement, cette crise de souveraineté, cette crise alimentaire, et la pandémie de Covid-19 et la crise en Ukraine ont remis un petit peu devant la scène l'enjeu de décarbonation aussi, parce que la culture des légumineuses, elle peut s'inscrire dans cette recherche de souveraineté alimentaire et de production locale. On sait, la production de légumineuses va dans le sens de la transition alimentaire, la transition environnementale, avec des régimes plus riches en protéines végétales et en matières végétales, et de la transition agroécologique pour des raisons aussi agronomiques, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de fertilisation. Donc on est dans un contexte finalement où la protéine végétale, elle remplit l'enjeu de souveraineté, de diversification de nos alimentations et de décarbonation des régimes alimentaires. Alors, ce qui est très important, c'est bien sûr ce débat très fort sur la viande, comment ne pas en parler, et les effets en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a encore eu il y a quelques mois une recrudescence de ce débat. Alors bien évidemment, quand on parle d'effets de la consommation de la viande, on sait qu'en France, on est à peu près à 60% des apports protéiques qui viennent d'une origine animale, contre 40% sur les origines végétales. Dans certains pays outre-Atlantique, on est plutôt autour de 70% qui viennent de la viande et 30% du côté végétal. Ça monte de plus en plus dans les pays émergents. La Chine, par exemple, on est passé en termes de consommation de 30 kilocalories par jour et par personne de protéines animales à près de 450 aujourd'hui. Au sud de la Méditerranée, on stagne toujours à des niveaux assez faibles, au niveau de 75 kilocalories en moyenne. Alors bien sûr, quand on parle de la teneur en protéines de notre alimentation, il ne faut pas oublier les céréales. On parle de protéines végétales, mais en fait une bonne partie de nos protéines viennent des céréales, je ne les mets pas de côté, ou les pseudo-céréales, et qu'on a encore besoin de manger de la viande, ne serait-ce que pour valoriser les espaces agricoles qui sont un peu moins productifs, comme les zones de montagne, ou d'autres pour la production fourragère. L'intérêt pour les légumineuses et les protéines végétales, elle vient aussi du débat autour de la bioéconomie durable. Je crois que c'était l'année dernière, j'étais avec l'association pour la chimie du végétal qui s'intéresse beaucoup aussi à la place de ces productions. Alors c'est pas directement pour notre alimentation, mais c'est aussi pour cette industrie de la chimie du végétal. Donc je passe sur la slide suivante pour essayer de faire un espèce de petit tour du monde qui produit, comment est-ce qu'on commerce. Alors si je vous invite vraiment à aller consulter les productions qui sont faites par Terre Univia, qui sont de très très bonne qualité sur tous ces enjeux-là et par filière. J'ai essayé de rassembler un petit peu les idées pour qu'on voit qu'est-ce qui se dessine au niveau mondial. Finalement, à l'exception de l'Inde en particulier, et puis de quelques autres pays, on est encore très très loin d'un monde dans lequel les légumineuses alimentaires, donc les légumineuses à graines, seraient une composante majeure des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires. La plupart du temps, elles représentent moins de 15% de la surface qui est cultivée en production végétale, enfin céréales plus légumineuses, donc c'est assez faible. Et on est très en deçà de ce qui est recommandé sur la rotation, en ayant tous les 2 à 3 ans des légumineuses. Ça, on en est très très loin. Alors il y a certains pays comme le Canada qui ont fortement développé la culture de protéines végétales pour l'exportation et dans une optique de diversification aussi des systèmes céréaliers.
hein, mais hormis le Canada, la plupart des pays ont une production qui reste insuffisante par rapport aux besoins, notamment en Europe. Voire, ça tend aussi à régresser dans certains pays. Non loin de chez nous, de l'autre côté de la Méditerranée, il y a l'Égypte, qui est un pays fortement consommateur de protéines végétales. Si vous avez eu l'occasion d'y aller, vous avez peut-être mangé le tarmeya ou les falafels plus au Moyen-Orient. L'Égypte, hein, comme d'autres pays d'Afrique du Nord et du Proche-Orient, importe la majeure partie des fèves, des pois chiches aussi, notamment de France pour ce qui est de la févrole, et des lentilles qui sont consommées quotidiennement. Hein. Le koshari, c'est des pâtes et des lentilles, par exemple. Donc, et malgré la bonne adaptation de ces cultures dans les conditions chaudes et sèches, hein, que sont par exemple l'Égypte ou l'Afrique du Nord, on a une forte dépendance en termes commerciales auprès d'autres pays. Alors là, vous avez un petit peu les principales productions et qui sont les principaux producteurs. Retenez, Chine, Inde, Canada sont parmi les plus importants. Sur le pois chiche, c'est dominé vraiment par l'Inde. Sur le haricot, sur le pois, c'est le Canada, hein, qui en produit presque 2 fois plus que l'Union européenne. Alors la févrole, l'Union européenne est plutôt bien placée, hein, juste derrière la Chine, mais elles sont au coude à coude, hein, entre la Chine et l'Union européenne, pour près de la moitié de la production mondiale à L2. Alors évidemment, la févrole, c'est plutôt pour l'alimentation animale, mais ça monte de plus en plus pour l'alimentation humaine. Je parlais de l'Égypte. Alors vous le voyez ici, j'ai choisi lentilles, pois chiches et pois, avec le Canada où on voit bien l'Inde, le Canada aussi plus bas en termes de pois. Si on regarde maintenant sur la slide suivante sur le commerce, alors c'est une slide très générale où on voit ici c'est les pulses, hein, donc plutôt les poids, etc. Vous voyez un petit peu quels sont les poids, enfin le poids de chaque pays, avec le Canada et la Chine qui sont très représentés dans ce commerce mondial. Donc là, juste sur ce qu'on appelle les pulses, on est sur 12 milliards de dollars de commerce. Je vous rappelle juste que sur le soja, on est à 100 milliards de dollars de commerce. Donc retenez que l'Inde est le plus gros consommateur, que le Canada est un gros exportateur et un gros producteur, et qu'en Chine, on a un récent intérêt sur ces productions. Mathieu, je t'interromps sur l'Australie. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe avec l'Australie? L'Australie est aussi plutôt bien placée dans le rang des productions de protéines végétales. On le retrouve sur certaines, sur les lentilles, je crois, voilà, donc ils ont quand même un petit peu de présence et l'exportation on voit vers l'Égypte, vers les pays d'Asie du Sud-Est, et puis vers une zone qui est extrêmement demandeuse, c'est la région Pakistan, Inde notamment, même si vous le verrez sur la slide juste d'après. J'ai fait un petit focus sur Inde et Chine qui me paraissent être des pays sur lesquels il faut s'attarder quand on parle des protéines végétales. Juste retenez quand même en termes de consommation, parce que là je parlais plutôt de production et de commerce. En termes de consommation, on a à peu près 1 milliard de personnes qui manquent aujourd'hui, en tout cas qui ont un apport trop faible en protéines végétales selon la FAO. J'insiste sur un élément qui me semble important, c'est qu'il ne faut pas séparer dans nos modes alimentaires les protéines végétales des céréales. Vous avez eu l'occasion de manger du couscous, j'ai parlé tout à l'heure du koshari, la tortilla en Amérique du Sud. Donc le régime alimentaire mélange les deux, céréales et protéines. Et le développement des légumineuses, dans l'histoire de l'humanité, a été pensé aussi en lien avec le développement des céréales en raison des incidences climat et aussi historiques. L'association blé dur pois chiche, lentilles orge dans la chamba tunisienne, y compris au Pakistan ou en Inde, le dal de lentilles avec potentiellement aussi d'autres céréales, le rôti qu'on mange ou les galettes de pain. Donc j'oublie pas aussi qu'il y a une pression assez forte sur la question de l'utilisation par l'industrie agroalimentaire de la protéine végétale, pour les propriétés texturantes, émulsifiantes, liantes ou moussantes. Vous avez peut-être déjà mangé une mousse au chocolat à base
de pois chiches ou de jus de cuisson de pois chiches. Je vous le recommande, ça remplace les blancs en neige pour les véganes ou ceux qui n'ont pas d'œufs. Ou les algues, vous savez des algues. Ou les algues, absolument, en termes d'alternatives, ça monte de plus en plus sur l'alternative aux protéines animales. Alors sur Inde-Chine, donc Inde, acteur majeur de la consommation et de la production de protéines végétales, avant un gros importateur. Depuis 2017, avec des politiques commerciales assez fortes d'interdiction des importations, de restrictions puis d'interdiction des importations, depuis maintenant un an, l'Inde est autosuffisante à peu près en protéines végétales, ce qui a vraiment bouleversé, enfin changé assez fondamentalement, je pense, le marché mondial. L'Inde, n'oublions pas, c'est le pays bientôt qui l'est déjà peut-être le premier pays en termes de population. C'est un marché important en Asie sur la protéine végétale. Alors quand on pense Inde, on pense tout de suite végétarien. Je précise qu'il y a quand même seulement 30% de la population qui est 100% végétarien en Inde. Malgré tout, c'est une partie importante de la population qui consommera des protéines végétales. C'est plutôt un pays de produits bruts, pas de production trop transformée, même si ça monte de plus en plus dans les villes. Et puis l'Inde, c'est un pays immense avec une variété de climats qui permet de produire à différents endroits différents types de protéines végétales, avec un volontarisme très fort de la part du gouvernement indien, des politiques d'investissement, le fameux Protein Day, quand vous êtes le 27 février, je crois, c'est le jour des protéines en Inde, des politiques nutritionnelles très très fortes d'ajout de la protéine. Alors sur la Chine, pour pas trop prendre de temps... Oui, je vois que leur tour... Oui, j'y suis presque, j'aurais juste un mot à dire sur la Chine et sur l'Afrique. Alors sur la Chine, il y a un intérêt croissant pour la question des protéines végétales, avec des enjeux d'environnement. L'objectif, c'est vraiment de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, et une bonne partie viendrait notamment de la consommation de protéines, donc de viande, mais de faire augmenter la consommation de protéines végétales. Donc on a une forte potentielle concurrence aussi des bouchers chinois, avec ils ont vu le départ de l'Inde du marché comme une aubaine pour pouvoir aussi capter. Alors beaucoup de pays se sont positionnés là-dessus, je pense que la France en fait partie, dans un gauche on a plus d'éléments que ça. La Russie, n'oublions pas, notamment en ayant gagné quelques terres ukrainiennes qui sont assez bonnes productrices de protéines végétales. La Russie a passé un accord avec la Chine, qui porte notamment sur les céréales, mais aussi sur les protéines végétales, avec des accords douaniers, des accords commerciaux qui vont permettre d'augmenter. Alors je voulais vous dire un mot très rapide sur l'Afrique, sur le Brésil, pardon, sur la slide suivante. Je ne rentre pas dans le détail parce que Brésil, soja, vous connaissez déjà tous ces éléments-là, mais simplement pour insister sur un élément important, c'est que la consommation de protéines végétales va augmenter dans le monde. Aujourd'hui, les réglementations sur la déforestation importée vont peut-être aussi limiter l'importation de soja issu de la déforestation au sein de l'Union européenne, mais beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'acteurs de la protéine végétale et du soja au Brésil voient d'un bon oeil l'émergence de tout ce qu'on mange, c'est-à-dire les laits végétaux, la farine à base de soja, le tofu, le tempeh. Donc il y aurait peut-être un déplacement depuis le soja pour l'alimentation animale vers le soja pour l'alimentation humaine. Le Brésil va rester un acteur majeur de ce marché. USDA disait qu'à l'horizon 2030, on aura quand même 60% du marché qui sera contrôlé par le soja brésilien. Soja OGM, Mathieu Majoritairement, oui, au Brésil. Donc sur la slide suivante, vous verrez quelques mots sur les pays africains, un petit peu la zone où on travaille le plus avec la Fondation Farm. Donc des niveaux très faibles de production et de consommation de protéines végétales, mais une forte impulsion politique, la fameuse grande muraille verte qui est soutenue par l'Union africaine et l'Union européenne pour planter des arbres, y compris des protéines végétales. Donc là, il y a un marché qui est en plein essor, avec des nouvelles relations diplomatiques, commerciales. L'Inde regarde beaucoup vers l'Afrique pour sa capacité à produire. J'ai oublié de le dire tout à l'heure sur le Brésil, mais comme on a parlé du lait tout à l'heure, avec le débat sur les poudres à base de matières grasses végétales, et le débat autour de l'intégration de l'huile de palme pour réengraisser ces poudres de lait, beaucoup verraient peut-être le soja comme une opportunité intéressante. Donc je passe pas sur l'Afrique, mais gardons en tête ce sujet très important
notamment en Afrique de l'Est où on en consomme beaucoup et où ça commence à monter de plus en plus. Et après j'aurai ma slide de conclusion si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Donc on a eu un 20e siècle qui était le siècle du riz et le siècle du blé, des céréales. Est-ce que le 21e siècle sera celui de la révolution pour la protéine végétale, avec une vraie question, je crois, en fond, c'est la question de est-ce que derrière cet appétit pour les protéines, il n'y a pas une géopolitique de la fertilisation et de la fertilité, donc peut-être de l'azote aussi. Là je tire une ficelle un peu éloignée, mais on est dans un contexte finalement où on a besoin aujourd'hui de diversifier les sources de fertilisation. La protéine végétale permet de capter de l'azote par un système que vous connaissez beaucoup mieux que moi, je ne suis pas agronome donc je ne me lance pas là-dedans. En tout cas, derrière cette géopolitique de la protéine végétale, il y a probablement aussi une géopolitique des sols et de la fertilisation. Merci. Merci beaucoup Mathieu. L'exercice n'était pas évident parce qu'on t'a demandé une synthèse, un panorama mondial. On tient qu'il y a deux grands champions qui sont très bien positionnés, l'Inde et la Chine. Alors, quid de la France? Il y a un temps de questions-réponses, je vous rassure, avec nos intervenants. Donc peut-être Mathieu, vous pourrez vous exprimer à nouveau. Paul-Joël Derian, quid de la France? Alors où est-ce qu'elle en est sur cet échiquier mondial et comment elle appréhende toutes ses potentialités? Oui, bonsoir. Donc moi je suis j'ai pris récemment la présidence de Protéines France. Je suis surtout, c'est pas ça qui me nourrit. Je suis en charge de l'innovation et de la RSE du groupe Avril, que vous connaissez tous. Donc effectivement, la protéine végétale, c'est un sujet important. Parce que déjà la protéine on en a besoin pour vivre. On se rappelle on dit toujours qu'on a besoin à peu près de 0,8 g par kilo de protéines par jour. Alors déjà la première chose c'est que la protéine ça ne se stocke pas. Il y a beaucoup de choses qui stockent. Donc graisse, ça de l'énergie, en fait on stocke l'énergie, mais la protéine elle ne se stocke pas. Donc le corps humain, si on n'a pas de protéines, on le consomme en permanence, donc il faut qu'on en ait en permanence, qu'on en mange en permanence. Et la moyenne de 0,8 g, en fait, quand on vieillit un petit peu, c'est plutôt 1,2 g, donc à deux périodes de la vie, quand on est jeune et quand on est plus vieux. Et à partir de 55 ou 100 ans, il faudrait manger au minimum 1,2 g de protéines, 1,2 g par kilo de protéines par jour. Ça fait donc entre 64 et 100 g de protéines. Ça fait beaucoup, hein, parce que, pour vous donner une idée, un steak, c'est seulement 20% de protéines. Comment ces chiffres-là, c'est la protéine, la molécule. Donc c'est quand même une grande quantité qu'on est obligé d'avaler tous les jours, simplement pour vivre. Donc c'est pas pour faut se rappeler ça, à un moment donné, la protéine, c'est pour vivre. S'il n'y a pas ça, on ne vit pas. Donc c'est très important. Et la protéine végétale, en fait, jusqu'à maintenant, elle s'est développée tout simplement parce que l'humain mange des protéines animales et que la protéine végétale, en fait, l'animal transforme la protéine végétale en une protéine animale qui est un peu plus agréable à manger pour l'humain en général. Et donc, effectivement, avec des ratios, il faut près de 10 kg de protéines végétales pour faire 1 kg de bœuf, il en faut 5 pour le poulet, il en faut peut-être 2 ou 3 pour l'aquaculture. Donc avec des rendements un peu différents, mais de toute façon, la protéine végétale elle est clé pour la protéine animale. La deuxième chose aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que quand le niveau de vie augmente, on mange plus de protéines. On sait très bien que la taille et le poids augmentent, mais aussi on mange plus de protéines. Et il y a une envie de manger plus de protéines, et on passe toujours par manger des protéines d'origine animale. Donc de toute façon, on va augmenter le besoin de protéines animales de partout dans le monde. Dans les pays les plus matures, on voit l'émergence de l'intérêt pour le consommateur de protéines végétales, parce qu'il se dit à la fois c'est mieux peut-être pour la planète, parce que ça m'intéresse. Ça l'intéresse aussi à titre de goût. Et c'est vrai que de toute façon, si les 10 milliards d'humains qui sont sur Terre en 2050 mangent autant de viande que ce qu'on peut manger dans nos pays développés, ça ne marche pas. Ça marche pas. Donc il va bien falloir un petit peu équilibrer, d'où l'importance des protéines végétales. Et des protéines végétales, des nouvelles sources de protéines. Et donc, il y a quelques années, en France, beaucoup d'acteurs de la chaîne de valeur se sont dit, mais il faut créer les conditions pour développer effectivement les protéines végétales. Donc, on s'est mis ensemble et on a créé Protéines France
Pour quelle année? C'était il y a 7 ou 6 ans. Il y a 6 ans. Au moment où j'arrivais chez Harry, c'est avec Tereos, on a créé ça, on était Avril est mon fondateur, il y a d'autres acteurs. On s'est mis ensemble avec l'idée de réunir beaucoup d'acteurs, je dirais c'est l'expression que tout le monde utilise maintenant, mais de la ferme à la fourchette, mais effectivement de mettre un peu tous les acteurs, des gens qui sont très proches du monde agricole, des gens qui font des premières transformations, des deuxièmes transformations, des gens qui font des aliments, et puis des distributeurs, on a aussi des distributeurs, donc, ce qui permet effectivement de se réunir et parler effectivement de ce sujet des nouvelles protéines. Alors, et donc Protéines France, c'est autour de tous ces sujets de nouvelles protéines et d'essayer de faire en sorte qu'on catalyse le développement en mettant en commun des ressources, des moyens, des réflexions, mais aussi de clarifier aussi certains aspects, aussi pour les pouvoirs publics, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont paumés par rapport à ces sujets-là. Et puis aussi créer les conditions de ce développement. Ça peut paraître peut-être vous surprendre, mais il y a très peu d'éléments réglementaires par rapport à la protéine, simplement parce qu'on consommait des œufs et de la viande, et qu'on a assez peu normé toutes ces choses-là. Donc sur le corps gras, il y a des corps gras, donc il y a encore plus de réglementation, de normes, de façon de mesurer la concentration qui est très développée. Et par contre, pour les protéines, en général, il y a assez peu de méthodes, et donc ça date des années 50, donc il faut se mettre ensemble pour un peu définir aussi ces choses. Donc c'est ce qu'on fait, et peut-être slide suivante. Donc les noms des acteurs là-dedans. Protéine, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, on s'est mis ensemble avec quoi comme objectif? L'objectif à la fois de définir, de développer les filières de l'amont vers l'aval, d'orienter, d'accompagner l'innovation au sein de ces filières, de définir un cadre international favorable aux acteurs français, parce qu'on pense que la France est particulièrement bien placée, on va le voir, pour être un acteur majeur de cette révolution alimentaire autour de la protéine végétale, et puis diffuser des outils, des connaissances à l'ensemble des chaînes de valeur. Alors on a mis en place, on essaie de faire ça, on le fait régulièrement, mais on est allé aussi chercher un peu d'argent auprès des pouvoirs publics, parce que les cotisations des acteurs se multiplient pas. Et donc on a mis un programme qui s'appelle Protein New, et on a essayé de le faire autour de 4 piliers. Le pilier de faire déjà un état des lieux, consolider les connexions, si vous voyez des bilans avec d'ailleurs Terrinovia et Terunivia sur la consommation, le référencement, puis des tonnes d'informations. Vous êtes intéressé, je ne suis pas là pour vous vendre tout ça, vous trouvez ça tout sur le site web, mais on donne effectivement des informations importantes aux adhérents sur effectivement par exemple, le taux d'utilisation des protéines dans l'alimentation, quel est le nombre de nouveaux produits qui sont lancés par an, etc. Et dans quelle catégorie. On accompagne aussi les jeunes entreprises innovantes parce qu'il y a énormément de jeunes entreprises qui s'intéressent au sujet et donc on les accompagne. Il y a d'ailleurs un concours que Protéines France mène chaque année, on met un prix, on en aide une en particulier, mais on crée aussi les conditions pour les aider à comprendre. Je prends un exemple, vous êtes une jeune entreprise innovante, vous avez plein de choses, vous occupez de plein de choses, déjà de votre produit, de votre client, de la production, etc. Puis zut, là il y a le novel food, qu'est-ce que c'est, comment on fait, je ne comprends pas. Donc évidemment on aide aussi à comprendre le contexte réglementaire français et international pour les entreprises. Nous, dans nos grandes entreprises, on a des ressources de moyens, les startups ont un peu plus de mal, et on a, disons, un contexte réglementaire français et européen qui est complexe pour les jeunes entreprises innovantes et pas toujours favorable à l'innovation. D'accord. On apporte, je vous ai dit un mot sur la normalisation, mais contexte pour faire en sorte que l'on puisse développer. Vous développez bien une industrie que quand vous avez un contexte réglementaire, mais aussi des normes qui permettent de vous développer, de vous positionner. Si je dis, moi j'ai 10% de protéines dans mon lait végétal, donc il est très nutritif, si j'ai pas de moyen de mesurer, en fait, le voisin il dit il y en a 2, voilà, on ne sait pas ce que c'est. Créer les conditions de la normalisation, c'est très important. Et puis, communiquer, informer. Donc, on n'a pas l'objectif de communiquer auprès du grand public, mais par exemple, on a fait cet été, au mois de juin, on fait tous les ans d'ailleurs, un événement, c'est-à-dire on l'avait complètement ouvert, là, c'était pas ouvert aux adhérents, c'était ouvert à tout le monde, et on a réuni à peu près 200 personnes, où on a parlé effectivement des protéines, et
Et le thème de la journée, c'était « Et si on mangeait tout ?» Parce que l'association n'est pas du tout là pour dire que les protéines végétales, c'est mieux que les protéines animales. L'idée, c'est qu'il pour se nourrir, on a besoin de beaucoup de protéines. Et donc, on a besoin de tout pour réussir et pour décarboner notre alimentation. Alors, pour dire quelques mots sur la France. Oui, les atouts du soldat France dans cette bataille. Soldat France, alors, la protéine végétale, on est quand même, c'est très important. Alors, l'industrie, ou du moins l'agriculture française des oléoprotéagineux, elle est née, alors c'est assez amusant, elle est née il y a presque 40 ans, d'un embargo des Américains sur le soja. C'était une année où ils ont eu une très mauvaise récolte. C'est assez amusant de voir que en fait, beaucoup de choses qu'on fait maintenant, ça date de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il y a eu des accords, pas mal de choses, et donc la France ne devait pas produire de soja. On avait le droit de produire du blé, des céréales, mais on n'avait pas le droit de produire des protéines, d'où le soja qui s'est développé aux États-Unis. On importait du soja pour l'alimentation animale. Et puis, il y a eu une année où il n'y en a pas eu, il y a eu un embargo. Donc, on a vu la vulnérabilité du territoire français vis-à-vis de la protéine. Et donc, l'industrie s'est développée, du moins l'industrie. L'agriculture s'est développée, l'industrie, et aujourd'hui on a en France, en 2022, c'est 6,3 millions de tonnes, c'est 6300 kilotonnes, donc 6,3 millions de tonnes d'oléoprotéagineux récoltés en France, c'est 2,2 millions d'hectares, vous savez quand même beaucoup de choses. On sait bien que ça existe parce qu'il suffit de voir au mois d'avril, on voit tous les champs qui sont jaunes en France. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appelle avril, c'est à cause de ces champs de colza qu'on voit en France. Et le colza, ça représente 112% de ces 6300 kilotonnes. Le tournesol, 18%. Le tournesol est en train de monter avec le réchauffement climatique. Donc le tournesol, c'était très au sud, puis on va monter un peu plus, un peu partout. Donc c'est ça, le changement climatique, il y a des évolutions. Et puis, à côté de ces oléoprotéagineux, qui sont très importants pour l'alimentation animale et qu'on voit maintenant émerger dans l'alimentation humaine aussi, on voit aussi toutes les légumineuses. Les légumineuses, c'est très important aussi, mais c'est beaucoup plus petit. C'est beaucoup plus petit pour plein de raisons, parce que dans les questions de rendement. Et donc, c'est le pois, le soja, la fédrole et le pain. Et voilà les chiffres que l'on a au niveau de la France. Alors, la France, pourquoi elle est bien placée? C'est parce que ces oléoprotéagineux, ces protéines, ça permet déjà d'être. On n'est pas autonome, mais on a déjà 55% de nos protéines qui sont issues du territoire français. La moyenne européenne, c'est 25%. Donc c'est quand même vachement bien. Et est-ce qu'on peut atteindre l'autonomie? C'est pas sûr, mais en tout cas, on peut tendre vers l'autonomie, donc c'est ce qu'on veut faire. Alors pourquoi c'est important de tendre vers l'autonomie? C'est déjà, c'est pas la déforestation importée, hein, c'est le soja. C'est aussi la vie de nos territoires, hein, c'est évident. Et puis c'est aussi cette dépendance. On a bien vu la vulnérabilité de nos systèmes alimentaires. Je vous disais que tous les jours, nous, on doit manger humain de la protéine, mais les animaux, c'est pareil. Si vous n'imaginez pas les flux tous les jours journaliers de protéines qui arrivent en France, qui sont travaillées, nos usines, elles travaillent tous les jours. Si un élevage ne reçoit pas d'alimentation, à la fin de la journée, les animaux se battent entre eux parce qu'ils veulent, et donc vous êtes obligé de les abattre. Donc si vous ne leur apportez pas de la nourriture. Donc ça, c'est fondamental. Et tout le travail qui se passe actuellement, c'est faire en sorte que le consommateur s'intéresse à ces nouvelles façons de consommer de la protéine végétale, demain, pourquoi pas la protéine d'insectes, les protéines fermentaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait un sondage, et je vais aller directement à la dernière slide pour accélérer. Suivante. Voilà, c'est quand on interroge, alors bien entendu, quand on interroge le consommateur, c'est compliqué de se nourrir en fait pour un consommateur parce qu'il ne comprend plus tout, il comprend tout ce qu'il faut faire. En 2023, c'est de plus en plus compliqué. C'est de plus en plus compliqué, et en plus quand on prend Yuka et compagnie, on ne comprend plus rien, mais peu importe, il comprend quand même que la viande, quand on lui demande de citer quelles sont les sources de protéines, il sait encore. Alors, en fait, assez bien, le consommateur, la viande, l'œuf, et les légumineuses sont citées très vite derrière. Mais c'est quoi, les lentilles, le pois chiche? Alors il les cite, oui, alors il va citer les lentilles, le pois chiche, il va citer ces choses-là. Il comprend que le végétal apporte de la protéine. Il s'intéresse à ça. Une nouvelle génération encore plus. Ça, il y a des problèmes générationnels, c'est évident. Vous amenez à
génération, j'ai avec moi un plat avec uniquement des végétaux, il n'y a pas de viande et pas de protéines. Les gens ne comprennent pas. Les jeunes, par contre, comprennent très bien. Donc, il y a un aspect éducatif là-dessus qui est très important. Les écoles, je pense que de mettre un menu végétal à l'école, c'est bien. Il faut éduquer au goût, éduquer à la pratique. Ça ne veut pas opposer, encore une fois, simplement des questions d'éducation. Éducation aussi à cuisiner. Je vais donner un dernier exemple là-dessus. On dit qu'il faut mettre plus de protéines végétales. Regardez le programme pour être cuisinier. Le programme de formation pour être cuisinier. Vous avez dans les plats obligatoires à prendre, il n'y en a pas un qui a un plat à base de légumineuses ou de produits végétaux. Donc c'est tout bête. Et il va falloir faire de la pédagogie. Quand on a préparé la table ronde, c'est ce que je vous avais dit. Faire de la pédagogie, et y compris de la formation. Parce que si les Sodexo of the World, la France, je disais, est bien positionnée comme un leader comme ça, de la RHF, veut mettre plus de protéines, et bien ils ont un vrai problème. Parce que leurs cuisiniers ne savent pas cuisiner. Ils ne savent pas cuisiner, ça c'est vrai, ça revient souvent. Voilà. Et pourtant, j'ai lu dans le même article tout à l'heure, l'Observatoire de... Le rôle de Protéines France, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on facilite tout ça. Cette ronde de lancement avec tous les acteurs impliqués. Vous avez Bonduel qui est adhérent ou pas? Je me demandais. Alors, je connais plus. Alors, ça change, je regarde la hypothèse, je ne sais plus. On en a plein et puis tout le monde est bienvenu. Parce que c'est sûrement pas un endroit où on est exclusif, c'est pour justement partager. Et vous avez raison d'insister sur ce point de la pédagogie et de la formation. Alors là, c'est le témoignage, je me permets, le témoignage d'une ménagère de moins de 50 ans qui a voulu faire des lingots blancs pour sa famille et il fallait les faire tremper 12 heures avant, donc il fallait les faire tremper toute la nuit. Après, il fallait les faire cuire 45 minutes dans la casserole et après, il fallait faire encore 30 minutes au four. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Il faut être motivé pour manger des lingots blancs. C'est pour ça qu'il y a du style modèle. C'est là aussi où il faut faire très attention à tout ce débat sur l'ultra-transformation, etc. Quand vous cuisinez, vous transformez. Et effectivement, le haricot, c'est un produit formidable, mais si vous le prenez sec, là, ça ne se mange pas. D'accord? Donc il faut le cuisiner, et une grande partie de la transformation, la question c'est soit vous le faites pendant 2 heures dans votre cuisine, soit vous le faites parce qu'il y a un industriel qui l'a préparé, qui a fait en sorte que vous allez le réchauffer, ou quelle que soit la façon dont ça a été préparé. Voilà, toute une façon de cuisiner à revoir aussi avec ces légumineuses. Merci beaucoup, j'accélère un petit peu parce que le temps passe et on va partir sur le côté innovation parce que c'est très dynamique, vous l'avez dit déjà, Paul Joël. Il y a plein de startups qui sont très inspirées par ces marchés, par ces innovations. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Élodie Da Silva, vous représentez aussi Vitagora en 10 minutes. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation à tous les deux. C'est une excellente transition parce que moi je vais vous parler plutôt de l'aval et des consommateurs et de comment on innove pour et avec les consommateurs. Donc juste en introduction, je vais vous représenter rapidement Vitagora pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc on est un réseau avant tout de 660 membres. On représente, comme le disait Paul Joël, je vais reprendre l'expression de la fourche à la fourchette. Donc on a à la fois dans notre réseau des acteurs de l'amont, il y a par exemple la grillade qui est sur cette slide en illustration, comme des acteurs de la transformation, comme des acteurs de la distribution, comme le groupe Intermarché. Et on a aussi dans ce vaste réseau un grand écosystème de startups, dont beaucoup sont sur les alternatives protéiques, dont les alternatives végétales. Et donc on est une association professionnelle, on est une équipe d'une 30aine de personnes, basée entre Dijon, Paris, Tokyo et Kumamoto au Japon. Et on travaille activement sur le secteur de l'innovation alimentaire. Et donc, je vais vous en dire un peu plus sur l'aval de la chaîne de valeur et la perception des consommateurs sur les légumineuses. Je vais prendre certains chiffres qui étaient justement dans l'Observatoire de Protéines France en 2022, puisque dans cet observatoire, on peut lire qu'il y a 22% des Français en 2022 qui déclarent avoir fait évoluer leur régime alimentaire au profit d'une part végétale plus importante. Donc on va vraiment dans cette dynamique-là. 40% des Français déclarent aussi consommer des légumineuses 2 à 3 fois par semaine. Cependant, le niveau de consommation en France est évidemment bien en deçà de pays où la culture de la légumineuse est vraiment une culture culinaire. On a parlé du Brésil, c'est vraiment de l'Inde également. Voilà, là, c'est vraiment au cœur de la gastronomie, c'est moins le cas chez nous. Donc on est à des niveaux de consommation qui sont assez bas, de moins de 2 kg par an.
Et du coup, on s'est intéressé à pourquoi on n'arrive pas à faire décoller malgré toutes les campagnes de nutrition, le PNNS, il y a eu une journée mondiale des légumineuses, etc. Donc on a étudié les freins à la consommation. Et il y a une étude qui a été menée par le CSGA. Le CSGA, c'est le centre sensoriel le centre scientifique du goût et de l'alimentation. C'est un grand centre de recherche, Sotutal-INRAE notamment, qui est basé à Lyon, qui a fait une grande étude sur les freins et les facteurs de choix à la consommation de protéines végétales et notamment de légumineuses à graines. C'était une étude qui était menée par Terre Media, également en coopération avec les chercheurs. Et donc ils se sont intéressés à tous les facteurs plutôt psychologiques. Quand on fait un choix alimentaire, il y a deux facteurs qui motivent nos choix, les facteurs physiologiques, ce dont on a besoin, on l'a dit, les protéines c'est vital, et les facteurs psychologiques, ce dont on a envie, nos croyances, nos attitudes, nos représentations. Donc, et le temps qu'on a pour cuisiner. Exactement. On verra que c'est un frein majoritaire à la consommation. Pour étudier ces freins-là, au-delà du déclaratif, parce qu'on sait les biais que ça a, il y a aussi des méthodes qui ont utilisé par exemple la réalité virtuelle avec de l'eye tracking ou de la composition de plats. Donc par exemple, les gens avaient devant eux plusieurs photos avec différents composés d'une assiette et ils devaient composer une assiette avec ces photos-là. Et le premier point qui est ressorti, c'est l'attachement à la viande. Parce que au final, sur cette étude-là, le premier truc qui est choisi pour composer son assiette, c'est la protéine animale, donc la viande, qui reste au cœur de l'assiette. Pourtant, même si les légumineuses, elles sont comprises, c'est-à-dire que les bénéfices sont compris, on l'a vu avec ce que disait Paul Joël, c'est les troisièmes sources de protéines qui sont citées naturellement par les consommateurs, donc c'est compris, les bénéfices environnementaux sont compris, mais ça reste théorique, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout mis en pratique, donc il y a une espèce de paradoxe de l'attitude des consommateurs par rapport à leur connaissance théorique sur les légumineuses à graines. Et puis enfin, il y a un manque de connaissances pratiques et un paradoxe sur le niveau de transformation, on en parlait, c'est-à-dire qu'il y a un manque de connaissances culinaires pour transformer certaines légumineuses, et un paradoxe, c'est-à-dire que les consommateurs déclarent ou disent de manière implicite plutôt qu'un frein à la consommation, c'est le temps de préparation, etc., on en a parlé, mais pour autant, les légumineuses qui sont vendues en conserve sont vues comme des produits de mauvaise qualité, donc ne sont pas consommés. Donc il y a une espèce de paradoxe. Et par contre, il n'y a pas la barrière du prix, parce que c'est pas cher. C'est pas du tout pour le coup, c'est un super argument. Heureusement, parce que vu le prix. Et donc les challenges pour nous qui restent à relever sur les protéines végétales, si on les résume. Donc évidemment, il y a le premier point qui est clé, qui est l'acceptabilité, la perception par les consommateurs de ces produits-là. Il y a aussi évidemment dans les procédés industriels des améliorations à avoir sur les étapes de décortiquage, de broyage, quand on parle d'industrie plutôt, de produits plutôt intermédiaires, les qualités organoleptiques et nutritionnelles. Il y a un gros travail à faire sur ça parce que dans pas mal de légumineuses à graines, il y a un composé qu'on appelle la saponine qui est responsable d'un goût qu'on appelle un goût vert et qui n'est pas apprécié des consommateurs français en général. Et donc il y a un gros travail sur la sélection variétale en amont, mais aussi sur la formulation plus en aval à faire pour aboutir à des produits transformés qui sont plus acceptés, tout en ayant ce côté clean label qui est recherché par les consommateurs et des produits qui ne sont pas ultra transformés, selon une définition plus ou moins scientifique, mais qui sont perçus comme tels, par exemple les conserves. Alors, qui sont les projets, les startups qui veulent relever ces défis? Alors, je vais vous donner quelques exemples. Le premier, il s'agit d'un projet qui est porté pas par une startup, au contraire par Rocket, qui est un très gros groupe que vous connaissez bien, mais qui s'intéresse beaucoup à ce sujet-là. Et donc, il a réuni avec lui d'autres industriels du secteur, de la sélection variétale jusqu'à la transformation en produits finis, des sociétés innovantes comme Greencell Qualité, qui est une société spécialisée en fermentation. Et l'objectif, c'est vraiment d'imaginer de nouveaux produits alimentaires élaborés à partir de légumineuses à graines pour les faire accepter au sein de la population française. Des alternatives, par exemple, aux produits laitiers seront imaginées. La société Eurial, qui fait partie de la COP Agrial, a par exemple déjà une marque qui s'appelle Abicyclette et qui travaille sur ça. Un autre projet, pour vous donner un autre exemple, qui a été un projet qui est déjà terminé, qui lui a été porté plutôt par des acteurs coopératifs. Leg Up, c'est vraiment un projet qui a travaillé sur justement la saponine que j'évoquais, sur la sélection variétale amont pour l'élaboration d'ingrédients fonctionnels qui sont ensuite intégrés dans des produits finis. Donc là, par exemple, grâce à ce projet, Mondelez a travaillé
sur des biscuits dans lesquels il y a un mix farine de blé, farine de légumineuses, et Convivial, qui est une entreprise qui fait de l'alimentation, qui fait de la viande. Ils ont travaillé sur un produit type steak haché qui mixe viande et protéines végétales. Le porteur de projet, c'est Dijon Céréales. Exactement, une coopérative céréalière. Et puis un dernier exemple pour lequel j'avais une super vidéo mais qui ne fonctionne pas, donc, mais elle est disponible sur notre site internet si vous voulez aller voir. Donc ça c'est un projet qui vient de démarrer, qui est porté par des acteurs de la recherche, par l'UMR Agroécologie, de l'INRAE, et qui va travailler sur deux légumineuses à graines en particulier, la févrole et la légumineuse, et la lentille, on dit tellement légumineuse que je m'y perds. La févrole et la lentille qui sont encore des légumineuses peu utilisées dans les produits mis sur le marché. Les produits qui sont mis sur le marché pour l'instant c'est encore le soja qui domine. Juste après il y a le pois qui est en nette augmentation et il y a des sources encore moins connues, on a parlé un peu du lupin, la févrole aussi en fait partie, c'est des sources qui sont encore moins utilisées, pourtant il y a un gros potentiel. Et pour terminer, je vais juste faire un petit focus sur une action qu'on a menée. Donc comme vous l'avez compris, on est une association professionnelle. Avant, on s'adressait au B2B, donc on parlait que à la recherche, aux organismes de formation et aux industriels. Et depuis peu, on a rajouté notre quatrième pied à notre chaise, qui est le citoyen. Donc on a développé une approche qui se base sur la méthodologie Living Lab pour impliquer le citoyen dans la co-construction de l'alimentation. L'idée, c'est de ne plus faire qu'avec des panels marketing, c'est très bien, ça nous donne des indications vraiment sur les tendances actuelles et à venir, mais c'est vraiment de co-construire pour aller plus loin dans la compréhension des comportements des consommateurs, parce que le déclaratif, c'est assez biais. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se confronter à des usages, et donc c'est vraiment ça, l'objectif de 4 heures, notre Living Lab, c'est de permettre aux professionnels de l'agroalimentaire d'échanger en direct avec des citoyens, des consommateurs, et de co-construire pour développer des solutions qui répondent vraiment à des attentes. C'est sous forme d'atelier, par exemple. Tout à fait, et on a mené une action qui s'appelle Explorons les légumineuses, qui est juste détaillée sur la dernière slide, qui a permis en fait de mettre en lumière quatre problématiques. Ces problématiques-là, elles ont été mises en lumière grâce à des ateliers qui ont pris différentes formes. On a fait des ateliers de cuisine, on a créé un jeu type jeu de société pour discuter autour des légumineuses avec les citoyens. Et on a créé une fresque, la fresque des légumineuses, sous le schéma de la fresque du climat que vous connaissez peut-être, pour encore une fois créer du dialogue, se confronter à des usages et identifier des pistes d'innovation avec les consommateurs. Une toute petite question, parce qu'on parlait de bataille des marchés et de la conquête des consommateurs aussi. Qu'est-ce qui marche bien, Élodie, aujourd'hui? C'est quoi la bonne formule? Ce que tu as observé récemment, qu'est-ce qui fonctionne bien? Alors, c'est pas une question facile parce que ce qu'il y a beaucoup sur le marché, c'est des alternatives, c'est-à-dire je fais du simili. On a l'habitude de faire du steak, donc je fais du steak au soja. Or, je pense que c'est quelque chose qui s'essoufflera à terme parce que bon, pour l'instant ça correspond à nos habitudes, à nos croyances, c'est quelque chose de réconfortant parce qu'on sait vers quoi on va aller. Mais ce qui marche plutôt bien dans les axes d'innovation, c'est les axes d'innovation plaisir et les axes d'innovation santé. C'est vraiment ce qui a dominé le marché, donc mettre en avant les bénéfices santé des légumineuses, mettre en avant l'aspect plaisir. L'aspect plaisir, ça passait justement beaucoup par des produits du monde. On a parlé des falafels tout à l'heure, par exemple. Ça, c'est typiquement le genre de produit qui séduit sur le marché, sur lesquels pas mal de startups travaillent. Ok. Merci beaucoup. Ça, il est pile 18h, Adrien. Bon, on va pouvoir se tourner vers la salle. Est-ce qu'il y a des questions de nos participants? N'hésitez pas. Un micro, Luc, ou c'est bon? C'est bon. Bonjour, Luc Boucher, donc Diagorisque et trésorier du CIRPA. Moi j'ai une question pour revenir sur le titre de la table ronde, là, sur la bataille des protéines végétales, et je me demande si en fait la bataille n'est pas perdue pour les protéines françaises, parce qu'il y a un aspect qui n'a pas été évoqué, ou peut-être qui est celui de la compétitivité. Et on est sur des cultures qui sont quand même des cultures qui sont compliquées, qui portent 4 ou 5 fois plus de risques que le blé par exemple. Et avec le changement climatique, ça va plutôt être de plus en plus compliqué. Voilà, donc je voulais savoir ce que vous en pensiez. Déjà, les chiffres ne sont pas là. Qu'on s'appelle
vous ai montré effectivement 2,2 millions d'hectares pour les oléoprotéagineux, vous avez rajouté la partie lumineuse, c'est non négligeable. Alors c'est vrai qu'on voit des variations très importantes, hein. Par exemple, la production de poids en France a chuté énormément. En 20 ans, elle a énormément chuté. Alors, il y a plein de raisons à ça. Hein. Une des raisons, c'est effectivement les moyens de lutter contre, en particulier les insectes, mais pas que. Et c'est vrai qu'il y a une contradiction entre supprimer un certain nombre de matières actives, le rendement et le prix qu'on accepte de payer à l'agriculteur, parce qu'en fait, l'agriculteur, il va essayer de produire ce qui lui rapporte quelque chose, voilà, ça c'est évident, c'est clair. Alors par contre, la bonne nouvelle, vous avez mentionné la chose, c'est que les oléoprotéagineux ou les protéagineux font partie des rotations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire blé sur blé sur blé sur blé sur blé sur blé sur blé, ça ne marche pas. D'accord ? Donc, il y a besoin, dans un cycle agricole, d'apporter un équilibre. Et c'est d'ailleurs assez intéressant, parce que nous, on a fait des calculs, parce que d'une certaine façon, après, on est l'aval de la filière des oléoprotéagineux, on voyait le colza qui montait, et à un moment donné, il est monté tellement haut qu'il s'est remis à baisser. Et c'est la cata, il va faire comme le poids. En fait, non, et c'est remonté, on est allé au-delà du cycle agricole naturel. Et donc, il y avait, comme ça c'était plus rémunérateur, l'agriculteur avait tendance à planter un peu plus de colza que ce qui est nécessaire dans sa rotation, et à la fin, on s'est retrouvé avec des surfaces plus importantes, mais on se dirait presque pas naturelles dans le cycle agricole. Donc on revient à des équilibres, et moi je crois beaucoup aux équilibres, et je pense que c'est pas fatal. Alors maintenant c'est vrai, les cultures sont plus difficiles, et sur lesquelles il faut trouver des façons de les développer, le poids en études, etc. Et retrouver de la compétitivité sur ces choses-là, c'est là les instituts agricoles le font. Il n'y a pas de fatalité du tout. Le territoire français est un territoire intéressant pour ça. Il y a le tournesol, et de toutes ces protéines-là, on fait des aliments. Cuire on peut faire cuire des fèves, mais on fait aussi on peut faire des concentrats ou des farines d'oléoprotéagineux, et on va apprendre à les utiliser comme des ingrédients. À une époque, on a appris les farines de blé, il n'y en a pas qu'une aujourd'hui, on les a purifiées, transformées, améliorées, etc. Et c'est en train de ce qui va se passer. Donc c'est une industrie qui est naissante et qui va se développer. Et le français est bien placé parce qu'on a à la fois les matières premières, les premiers transformateurs, l'industrie alimentaire pour les transformer, et puis la créativité, le génie de nos cuisiniers, etc., pour faire des produits appétants. Je suis assez d'accord avec madame. La première phase, c'est d'abord, on fait des choses qui imitent pour que le consommateur comprenne. Parce que le vrai problème, c'est quand vous voyez un truc et que vous ne savez pas comment l'utiliser, ou que c'est compliqué parce qu'il faut 2 heures, ça ne marche pas. Donc il faut revenir aussi un petit peu à l'utilisateur, à se dire qu'est-ce qu'on fait. Et on voit, ce qui me frappe, quand vous allez aux États-Unis, à une époque, il y avait le lait. Il y avait du lait concentré, du lait half-and-half, du lait. Il y avait 15 sortes de lait différents de vaches. Maintenant, il n'y en a plus qu'un, mais par contre, il y a du lait d'amande, il y a plein d'autres laits qui apportent d'autres goûts, etc. Alors, c'est pas contre je ne dis pas ça contre le lait du tout, je dis simplement que le consommateur s'habitue, a envie de goûter autre chose et comprend, il se met à comprendre, donc il y aura ça. Donc il y a besoin d'apporter cette éducation à ces autres goûts. Vous dites qu'effectivement, il y a un goût, certaines symphonies, certaines choses qui sont des goûts pas habituels, mais on sait très bien que vous allez dans un autre pays, il y a des consommations, ça ne nous plaît pas, nous Français, parce qu'on n'a pas été habitués, parce qu'on ne les a pas eu dans le biberon. Mais au fur et à mesure que vous êtes éduqués, vous trouvez ces choses agréables, vous allez au contraire peut-être trouver le goût du fromage auquel on est habitué en France. Il y a des tas de pays qui ne trouvent pas ça bon. Donc, voilà. Donc je pense qu'il y a tout un aspect aussi éducatif et s'habituer à d'autres goûts. Puis l'industrie alimentaire, oui. Le choix des semences doit aussi faire évoluer les choses. En tout cas, c'est effectivement la compétitivité, c'est important de le rappeler, mais il y a beaucoup d'investissements, il y a des régions qui investissent, etc. Il y a Euralis et Bonduelle qui se sont rapprochés, c'est pour ça que je mentionnais Bonduelle, donc il y a beaucoup d'investissements
ils doivent bien effectivement être au courant des radars qui sont ouverts. Alors, par contre, on compte énormément sur les pouvoirs publics là-dessus. Bon, c'est là où là, on a eu une centaine de millions il y a quelques temps pour les filières protéiques en France, on en a rajouté une centaine. Bon, c'est un peu ridicule par rapport à l'échelle et par rapport, on se rappelait que c'est l'alimentation. On met 7 milliards sur l'hydrogène, c'est bien, mais on met 100 millions pour ce qu'on a à manger. Là, il y a peut-être un petit problème d'échelle sur ce que l'on fait, parce qu'effectivement, le monde, c'est un peu comme l'eau, hein, quand vous ouvrez le robinet, vous avez de l'eau, vous allez au supermarché, vous allez à manger. On ne se souvient pas qu'il y a 30 ans, 40 ans de développement là-dedans. Et là, aujourd'hui, avec la suppression de matières premières qui étaient utiles, comme les insecticides, les herbicides, et qu'on ne veut plus dans l'agriculture actuelle, il faut essayer de trouver les voies et les moyens d'aider l'agriculteur. Il y en a plein, hein, il y a plein d'innovations qui vont apporter des solutions, mais il faut aider l'accélération, et c'est là pour ça qu'on demande au pouvoir public de nous aider. Merci Nicole. Oui, Nicole Ouvrard, Agra et trésorière de l'AFJA, je continue pour faire le pendant. Oui, alors je vais parler aussi compétitivité, mais là, du côté effectivement, il y a beaucoup de startups qui se sont lancées sur des produits donc à base de protéines végétales en alternative aux produits carnés ou laitiers. Et souvent quand même s'ils sont en France, même s'ils sont français, ils vont chercher leurs protéines végétales en dehors de la France pour réduire leurs coûts. Et c'est encore une réalité, quand on demande à la majorité de ces startups, elles vont s'approvisionner ailleurs qu'en France. Donc c'est quand même, il y a quand même aujourd'hui alors pas que, je comprends bien, mais il y a quand même aujourd'hui encore un niveau de compétitivité, si on peut dire, et ces sociétés-là, qui sont souvent des startups et qui sont, alors elles arrivent à lever des fonds, mais quand même, il y a quand même une problématique. Enfin, est-ce qu'aujourd'hui c'est un problème? Voilà, c'est un peu ma question. Et puis, vous parliez effectivement génétique. Bon, ça fait des années quand même que ces filières oléoprotéagineuses, et notamment les légumineuses, ont été parents pauvres en termes de programmes de sélection, avec des moyens très réduits. Est-ce que vous avez un espoir que les choses évoluent? Parce qu'on voit bien que cette génétique, elle est hyper importante pour pouvoir avancer, quoi. Oui, vous avez raison. Alors déjà, les filières oléoprotéagineuses, on a des moyens. Encore une fois, je vous ai dit, c'est quand on met dans le France 2030... On a du colza qui est un peu à part. Non, mais pas que le colza. En France 2030, on met 100 millions sur les protéines, il y a plein de choses à faire et il n'y en a pas assez. Vous avez raison, il faut aider ces filières. N'empêche qu'on y met quand même un peu de moyens, il y a quelques moyens. Certains fonds agricoles basés sur effectivement les cotisations volontaires permettent effectivement de financer certaines de ces recherches. On a mis en place en France un certain nombre de choses là-dessus. Est-ce que c'est suffisant? On peut toujours en faire plus. Mais non, il faut rester positif. Il faut rester positif par rapport à ça. Le territoire est bien. Oui, bien entendu, vous allez chercher des produits à l'étranger. Déjà parce que là, on produit plus, on peut produire la dentiste. Si vous achetez du riz, c'est moins en France qu'ailleurs. Et il faut défendre effectivement aussi et faire comprendre aux consommateurs pourquoi la production en France est importante. Alors, pour des questions de sécurité, on va parler alimentaire, pour des questions de qualité. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se battent là-dessus. Maintenant, vous avez aussi des grandes entreprises qui ont Roquette produit en France, elles essaient de produire avec du porc français, alors que... Donc voilà, donc il y a ça, et c'est pour ça d'ailleurs que l'intérêt de la France d'avoir une industrie intégrée qui va de la fourche à la fourchette, c'est une chance. C'est justement, le groupe Avril, il est né il y a 40 ans, de zéro. Hein. Aujourd'hui, c'est un groupe qui fait 9 milliards de chiffre d'affaires, donc on est né uniquement de cette idée de créer une filière en France compétitive et sur la base de l'agriculture française, de développer un aval à l'agriculture française. Parce qu'effectivement, si on crée un aval fort,
on permet effectivement au monde agricole de produire et savoir où il va. C'est ça, je crois, qui est important, c'est de donner aussi des lignes de force, des feuilles de route, et de les développer. On ne peut pas être compétitif partout, ça c'est pas vrai, ça ne marche pas, mais effectivement d'aller là-dessus, et c'est là où on a un dialogue avec les pouvoirs publics aussi pour leur dire, aidez-nous sur un certain nombre de sujets, prenez votre temps, on veut supprimer un certain nombre de choses. Donc le monde agricole, je ne parle pas en son nom, mais en tout cas, j'interagis souvent, il est tout à fait conscient des besoins d'évoluer, il demande du temps pour pouvoir évoluer, mais il le fait, et on le fait, et on travaille avec eux. Donc ça, c'est la force de la France, c'est d'être cette chaîne, ce modèle de filière, c'est une chance pour le territoire. Et c'est une chance pour le consommateur, je pense. Juste prolonger très rapidement la réponse qui a été faite par mon voisin de gauche sur aussi l'importance de la coopération internationale sur ces sujets-là. Je trouve qu'elle est assez faible. L'année dernière, comme je l'ai dit, on a monté ce petit texte avec collègues de l'Institut Agro qui avait été à Carda, donc l'Institut de recherche sur les régions arides, sur les zones arides. On a fait ensuite une émission sur YouTube qui s'appelle Transition sur les légumineuses graines de star. On voit qu'en fait, il manque un forum aussi international d'échange, parce qu'une partie des solutions, peut-être sur la question de l'amélioration variétale et de la génétique, se trouve dans les pays qui sont déjà exposés à des contraintes climatiques très fortes. Donc il y a une vraie demande des pays méditerranéens, par exemple, je pense, d'être dans la co-construction de solutions, parce que ces pays-là ont aussi beaucoup souffert du manque d'investissement. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont des rendements très faibles aujourd'hui, en plus des incidents climatiques. Donc regardons aussi du côté de la coopération, c'est plus juste le nord qui va vers le sud, avec des choses formidables qui sont faites par certains, mais on peut aussi la retourner, le sud vers le nord. Un complément et après une dernière question. C'est rapide, c'est juste pour compléter sur la partie génétique, parce que ça faisait partie de votre question. Il faut savoir qu'il y a un réseau international académique de recherche sur ces questions-là, qui s'appelle l'ICFGG. C'est des conférences qui ont lieu de manière biannuelle, et ça permet d'avoir un état des lieux de la recherche sur ces questions, sur la partie précisément des légumineuses végétales. Voilà, merci beaucoup à vous les intervenants, à vous les participants, parce que le temps n'était pas vraiment au rendez-vous. Voilà. Merci Léa, merci Fleur, Sébastien. Voilà, à très bientôt pour un autre Agora.